Armes nucléaires, le retour. Vladimir Poutine a annoncé le dimanche 27 février 2022 qu'il mettait en alerte les forces de dissuasion russes, y compris dans leurs composantes nucléaires. Cette déclaration s'inscrit dans la continuité de ses propos précédents, avec des menaces à peine feutrées de l'utilisation de l'arme nucléaire, notamment lors de la conférence de presse partagée avec le président français Emmanuel Macron et lors de sa reconnaissance le lundi 21 février 2022 des républiques autoproclamées du Donbass. L'arme nucléaire fait donc un retour brutal sur le devant de la scène géopolitique, scène sur laquelle ces armes semblaient avoir perdu de leur pertinence et, de surcroît, n'étaient évoquées qu'à travers leur rôle de dissuasion. Cette 100e séance des rendez-vous de la géopolitique aborde donc une thématique centrale dans une période cruciale. Elle s'insère parfaitement dans la continuité de la totalité de nos séances débutées et initiées en septembre 2016, avec l'ambition de faire comprendre toujours davantage la géopolitique à nos étudiants de l'ESCE et à nos auditeurs, de mettre en évidence les enjeux majeurs et surtout d'en expliquer les mécanismes réels. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. On voit bien que la problématique telle que vous l'avez formulée s'inscrit et est complètement bousculée par le contexte qu'on est en train de traverser. On peut quand même essayer dans un premier temps de prendre un peu de recul et un peu de distance en essayant de comprendre pourquoi cette question du retour se pose. Il y a deux perspectives qu'on pourrait adopter. Une perspective qui serait celle plutôt d'un déclin, d'un effacement du recours et de l'usage de l'arme nucléaire, ça c'est dans le monde de la post-guerre froide. Et enfin, dans un deuxième temps, on pourrait voir des signes, des indices d'une recrudescence, d'un retour de cette dynamique du recours à l'arme nucléaire dans un monde multipolaire. Avant de voir ce deuxième point, je vous propose de nous arrêter sur le premier et de voir quels sont les indices indiquant un recul, un déclin de l'arme nucléaire dans le monde actuel. Oui, c'est vrai que là, il y a un paradoxe dont on voit bien qu'on veut le mettre en évidence dans la question, puisque le retour laisserait à penser qu'effectivement, il y a eu une première dynamique, évidemment, avec la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, qui aurait laissé à penser que les armes nucléaires avaient beaucoup moins raison d'être de par la disparition de la rivalité entre ces deux grandes puissances. Mais on sent bien aussi à travers cette question que c'est peut-être pas aussi vrai et qu'il y a peut-être même paradoxalement une autre dynamique qui est en train de se mettre en place depuis une dizaine d'années. Donc pour comprendre ce retournement, il faut effectivement déjà commencer par s'efforcer d'esquisser quels pourraient être les aspects qui pourraient tendre à confirmer que depuis plusieurs décennies, on aurait une arme nucléaire qui certes, comme vous avez raison de le souligner, existerait toujours, mais dont le rôle serait en train de s'amenuiser, ou en tout cas, la concentration de la géopolitique se ferait moins forte sur ces armes-là. Alors effectivement, il y a une première dimension, un premier paramètre, c'est les traités internationaux, et même parfois les positions telles qu'elles seraient mises en avant, notamment par les États qui sont détenteurs des armes nucléaires. Là, il y a peut-être deux éléments qu'on pourrait fournir pour entériner cette dynamique. La première, on l'avait signalé d'ailleurs dans une de nos séances précédentes, quand on s'interrogeait sur la stratégie géopolitique que Biden allait mener suite à son investiture. C'était une séance qu'on avait mis en place au début de 2021. Et on avait d'ailleurs évoqué que sur un cas très précis, les accords New-START avaient été prolongés jusqu'en 2026, puisqu'en fait, il y avait une date butoir fin janvier 2021, début février 2021. Et malgré le fait qu'il y ait une certaine animosité entre les États-Unis et la Russie, Vladimir Poutine et Joe Biden avaient échangé par téléphone et avaient fini par acter le fait qu'ils re-signaient. Et donc, on a un prolongement de ces accords New START, qui sont donc globalement des accords qui conviennent que ces deux puissances fassent des efforts de restriction d'armes nucléaires. Donc là, on voit bien que c'est un élément concret. Puis, il y a un deuxième élément qui est plus récent, avec la déclaration du groupe, ce qu'on appelle le P5, donc c'est les 5 États qui sont membres du Conseil de sécurité aux Nations Unies, qui sont des détenteurs de l'arme nucléaire, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Et le 3 janvier 2022, ils ont fait une déclaration commune dans laquelle, qui est donc assez forte,
puisqu'ils considèrent qu'ils ont clairement écrit que l'arme nucléaire était impossible de par le fait qu'elle rendait toute victoire inenvisageable et que les destructions étaient beaucoup trop importantes. Donc c'est quand même une déclaration forte, d'autant plus que dans la fin de cette communication, l'objectif à moyen et long terme, c'est la disparition complète des armes nucléaires militaires. Donc là, on voit bien à l'énoncé de ces deux éléments qu'effectivement, on aurait déjà là une première raison de croire qu'on serait toujours dans cette perspective de la fin de la guerre froide. Et puis, il y en a un second. Oui, et puis même si c'est vrai, les traités engagent et les paroles engagent également, il y a une façon très concrète de mesurer ce recul, c'est de compter les ogives nucléaires qui sont présentes dans le monde. C'est ça. Alors, c'est un décompte qui est un peu non seulement fastidieux, mais anxiogène. Mais il faut rappeler que dans le pic du nombre d'ogives nucléaires tel qu'il est considéré dans le milieu des années 80, considérait qu'il y avait à peu près 70 000 ogives nucléaires dans le monde et que depuis 2010, on serait sur une décroissance continue. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à souligner et qui est fort heureux par ailleurs, puisqu'on serait sur un nombre qui serait à peu près supérieur à 20 000 en 2010. Et d'après les derniers chiffres donnés par l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, le CIPRI, basé à Stockholm, donc c'est des chiffres qui ont été publiés au printemps 2021 et qui concernent l'année 2020, on serait aujourd'hui à 13 080 têtes nucléaires. Donc on voit bien que là, il y a une très forte décroissance par rapport à tous les chiffres qu'on est en train de donner. Et il y a un élément supplémentaire, me semble-t-il, qui pourrait corroborer cette dynamique, c'est qu'en plus, les États-Unis et la Russie, dont il faut comprendre, on y reviendra peut-être un peu par la suite, qui sont à eux seuls 90% de l'arsenal nucléaire encore aujourd'hui, ils ont en fait un taux d'opérationnalité qui est relativement bas, parce qu'à titre d'exemple, les États-Unis, ce serait vrai pour la Russie, mais à titre d'exemple pour les États-Unis, on estime qu'on est aux alentours aujourd'hui de 5800 têtes nucléaires, et parmi celles-ci, il n'y en aurait véritablement que 1800 qui seraient opérationnelles, c'est-à-dire installées et en capacité de tir. Donc on voit bien qu'en plus, non seulement on aurait une décroissance en termes de quantité, on aurait aussi une décroissance en termes d'opérationnalité, donc c'est évidemment très très important. Mais évidemment, si on pose la question aujourd'hui dans notre séance, c'est qu'il y a forcément aussi un certain nombre d'indices qui non seulement ne vont pas corroborer ce premier sentiment, cette première sensation, mais qui risquent même de donner une inversion contraire, voire d'inverser la dynamique. Oui, on a commencé par évoquer les traités et les déclarations d'État, mais on peut aussi avoir une lecture différente de ces mêmes traités, enfin pas de ces mêmes traités, des traités et des positions des États. Oui, parce que là, si on regarde les choses de façon à peu près plus aboutie, il y a un certain nombre de paramètres quand même qui doivent attirer l'attention. D'abord, on a déjà commencé par évoquer de façon plus ou moins directe le traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui est évidemment très important, qui contient 191 membres aujourd'hui. Mais ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est que alors qu'il a été signé en 1968 et définitivement ratifié ou rentré en vigueur en 1970, depuis, il y a plus d'États qui ont des armes nucléaires. Donc là, on se rend bien compte que finalement, on n'a pas totalement été en capacité d'atteindre l'objectif, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a officiellement 9 États qui possèdent l'arme nucléaire, et que donc là, on a déjà une mise en évidence de quelque chose qui n'aurait pas été totalement un succès. D'ailleurs, l'Inde, le Pakistan et Israël ne sont pas signataires de ce traité de non-prolifération nucléaire, et la Corée du Nord est sortie de ce traité en 2003 et a fait des premiers essais en 2006 qui l'ont amené à être aujourd'hui une puissance nucléaire militaire. Donc on a déjà ce premier aspect. Ensuite, il y a un deuxième traité qui est clairement le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le problème de ce traité, qui est maintenant rentré en vigueur puisqu'il a plus de 50 signataires, c'est qu'aucune des puissances militaires nucléaires ne l'a signé. Donc on voit bien là l'ambivalence. D'accord, mais donc ça ne peut pas être opérationnel puisque les États directement concernés ne sont pas membres du traité. Et puis il y a un troisième aspect qui est peut-être un peu plus surprenant, mais qui n'en est pas moins réel, c'est que les États-Unis sont pour l'instant, depuis 3 ou 4 ans, dans une tendance assez marquée de retrait, pour dire les choses de façon pudique, sur ces traités. Ils sont sortis des traités sur la négociation du nucléaire avec l'Iran en 2018. Ils sont sortis du traité sur les armes stratégiques intermédiaires en 2019. Ils sont sortis du traité le 21 mai 2021 sur le traité qu'on appelle Open Sky, donc ciel ouvert, et dont l'idée est très importante puisque
elle consiste à donner à chaque pays le droit d'aller survoler les bases aériennes ou les espaces, les bases militaires ou les espaces militaires repérés pour voir si les pays vis-à-vis ou les États vis-à-vis sont bien en situation de mettre en place les traités, de faire des réductions d'armement. Bon. Et si on rajoute que les États-Unis envisagent en ce moment de relancer peut-être les essais nucléaires, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 1992, voire même de réintroduire en termes de stratégie dans ce qu'on appelle les doctrines, on va y revenir, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, telles que d'ailleurs on avait l'occasion d'évoquer ces problématiques dans notre séance relative à Kissinger. Là on voit bien quand même qu'un pays comme les États-Unis a l'air d'être totalement un petit peu à l'envers de la dynamique initiale telle qu'on voulait l'apercevoir, et en plus, indépendamment de ces aspects qu'on qualifiera de diplomatiques ou relatifs au traité, aux intentions, il y en a d'autres. Mais permettez-moi de rajouter aussi une dernière chose. Cette déclaration des 5, beaucoup d'observateurs l'ont fait remarquer, est très intéressante, mais elle reste quand même un peu ambivalente. Et c'est là où on va peut-être rentrer dans une dimension. Parce que, en fait, les 5, quelque part là, donnent l'impression que de vouloir se présenter comme des acteurs rationnels, pleinement en maîtrise, mais donc qui seraient aussi quelque part les seuls habilités à avoir l'arme nucléaire. Et on voit bien que là, ça laissera sous-entendre qu'il ne faut surtout pas que les autres l'aient, mais qu'eux pourraient conserver cet avantage primordial que de le garder eux-mêmes. Et là, on voit bien qu'il y a déjà une ambivalence qui est en train de se mettre en place et qui risque d'être corroborée par d'autres aspects. Alors pour un autre aspect que nous avons évoqué, mais peut-être sous une lecture différente maintenant, on a vu le décompte qui était plutôt favorable dans le sens d'un recul, mais ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, c'est le travail de modernisation de l'arsenal nucléaire qui est en cours. Oui, alors là, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en évidence, et on voit bien là qu'à travers d'ailleurs notre problématique ou notre thématique, si on se donne d'ailleurs la peine de la poser, c'est qu'on voit bien que la tendance est plutôt inverse. Et qu'il y a un certain nombre de paramètres, y compris sur les armes nucléaires elles-mêmes, qui ont l'air d'infléchir ce premier sentiment. D'abord, effectivement, il faut regarder les questions de production. Et il y a un premier pays qu'on pourrait évoquer, et qui va peut-être surprendre, c'est le Royaume-Uni, car récemment, le Royaume-Uni a déclaré vouloir remonter son plafond d'armes nucléaires aux alentours de 260. Alors, pour essayer d'expliquer un peu de quoi s'agit-il, et pour pas que ça paraisse trop complexe, à partir de 2010, le Royaume-Uni avait plutôt dit qu'il allait plafonner son nombre d'armes nucléaires entre 180 à 220, 225. Ça nous amènera par la suite à expliquer ce que c'est que les stratégies de dissuasion, considérant que sa dissuasion ne nécessitait pas qu'il ait plus d'armes nucléaires à sa disposition. Et là, récemment, le Royaume-Uni a décidé de remonter ce plafond à 260, arguant du fait que le contexte géopolitique devient plus incertain. Parallèlement, on se retrouve avec deux États, le Pakistan et l'Inde, qui sont aussi en ce moment en train de continuer à construire des armes nucléaires, et dont tout laisse à penser que s'ils continuent à être sur la logique de production telle qu'on l'a à l'heure actuelle, ils vont atteindre d'ici 2030 aux alentours de 200 à 250 têtes, plutôt 250 pour le Pakistan et 200 pour l'Inde. Donc là, on a déjà 3 pays qui sont en train de reconstruire. Et puis, il y a un 4e pays qui est très très aussi important à signaler, c'est la Chine. Parce que là, la Chine, non seulement est en train de développer des armes nucléaires, mais c'est surtout la logistique, qui va permettre peut-être de mieux comprendre la thématique, toute la logistique qui est attenante à ces logiques que la Chine est en train de développer. Parce que, en gros, clairement, de par l'ensemble des observations satellitaires, des observations et des informations qui ont été récoltées, la Chine serait en train de construire 250 silos. Alors, un silo, qu'est-ce que c'est? Un silo, c'est en fait un procédé ou une base, principalement censé accueillir des missiles intercontinentaux balistiques qu'on appelle les ICBM en anglais. Et donc, on voit bien que la Chine, fabriquant 250 silos, elle se met dans l'optique d'augmenter son parc de têtes nucléaires. Et donc, avec une production qui, elle, si les chiffres se maintiennent, permettra à la Chine d'avoir 1000 têtes nucléaires d'ici 2030. L'objectivité nécessite de dire que dans ce contexte-là, la Chine restera encore très en dessous des chiffres de la Russie et des États-Unis à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs bien l'argument que mettent en avant les Chinois en disant on ne fait que rattraper un retard. Plus important, me semble-t-il, ce qu'il faut souligner, c'est que la Chine est en train aussi de développer des matériels qui leur permettent maintenant, dorénavant, ou qui vont leur permettre très vite, ou mieux, d'avoir la totalité de la panoplie des armes nucléaires,
On pense notamment aux sous-marins lanceurs d'engins, les SLMBM, car la Chine est en train de développer ce qu'on appelle les classes. Il y a la classe de sous-marins Jin 94 et ils sont en train de travailler sur un sous-marin furtif, la classe Jin 96. De même que pour ce qui est des bombardiers stratégiques, les Chinois sont en train de développer une nouvelle version de bombardier furtif, le H-20 qui est censé remplacer le H-6. Donc là, on se rend bien compte qu'indépendamment de la production, il y a aussi la volonté pour la Chine d'étoffer considérablement ses moyens. Donc on voit bien que là, il y a aussi l'idée d'asseoir effectivement l'idée de grande puissance, considère que la panoplie nucléaire fait partie du fait d'afficher une grande puissance. Donc on voit bien que là, on s'inscrit dans une autre dynamique. Et c'est un symbole d'autant plus important à souligner que dans le même temps, les Anglais, eux, se sont circonscrits à la seule dimension sous-marine de ce qu'on appelle la triade stratégique, puisqu'ils ont abandonné la composante aérienne et la composante terrestre. Ça, c'est des aspects qu'on avait travaillé dans une séance sur le facteur militaire. Quant à la France, elle a abandonné, depuis assez longtemps déjà, le plateau d'Albion, la composante terrestre, pour se concentrer sur la composante sous-marine ou des bombardiers stratégiques. Donc on voit bien que là, c'est quand même un geste fort. Et enfin, il y a une dernière chose sur laquelle peut-être on ne rentrera pas trop dans le détail pour ne pas appesantir la concentration des gens qui nous font l'amitié de nous écouter, mais le calcul est assez intéressant. Mais un calcul qui se limiterait comptable, qui se limiterait uniquement au décompte des unités n'est pas suffisant, parce que bien sûr, beaucoup, je suis sûr, de nos observateurs ou des gens qui nous écoutent se sont déjà fait la remarque. Tout dépend aussi de la puissance des bombes concernées et surtout de leur modernité, c'est-à-dire de la capacité à les déployer. Et on voit bien que là, il y a toute une logique de miniaturisation en plus de l'arsenal nucléaire, qui est d'autant plus dangereux qu'évidemment, il rendrait l'utilisation de l'arme nucléaire possible sur des champs de bataille ou à des effets tactiques. Donc l'ensemble de ces paramètres nous laisse à considérer qu'on est quand même beaucoup plus, depuis 4 ou 5 ans, dans une dynamique d'un retour de l'arme nucléaire dans les préoccupations géopolitiques. Et en plus, il y a un dernier point qui va paraître central, qui va, à mon sens, nous confirmer qu'on est bien dans une dynamique telle qu'on est en train de la mettre en exergue. Oui, parce que là, on voit dans ce que vous avez dit, il y a la question de l'avantage militaire que ça procure, donc le rattrapage, par exemple, par les Chinois qui s'effectue, mais il y a aussi des acteurs qui sont hors du jeu, qui souhaitent rentrer dans le jeu, en disant il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas, nous aussi, dans le jeu militaire actuel avec l'arme nucléaire. Oui, et alors là, il y a un cas, j'ai envie de dire, évidemment, qui apparaît spontanément à notre esprit, c'est le cas de l'Iran. Mais ce que je voudrais que nos auditeurs entendent, c'est qu'il s'agit moins, évidemment, de se dire favorable ou défavorable, ou de s'inscrire dans une logique partisane, que de se servir de l'exemple iranien pour comprendre dans ces logiques de stratégie nucléaire sur quelle dynamique est-on en train d'aboutir. Parce que l'exemple iranien, pour dire clairement les choses, pose la question de la prolifération. Et la question de la prolifération, Olivier, on va y revenir en conclusion, c'est une question centrale sur la question des armes nucléaires, parce qu'on voit bien que là, ça va nous faire changer de contexte complet. Et donc la prolifération, ce serait bien l'idée de dire, on va avoir de plus en plus d'États qui ont l'arme nucléaire. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dont on parle beaucoup entre observateurs de la géopolitique, mais qui est peut-être moins mis en avant classiquement dans les médias. Donc, pour reprendre dans un premier temps peut-être le cas de l'Iran, que se passe-t-il? Alors d'abord, ce n'est pas un cas nouveau. Il faudrait peut-être faire remarquer ça. Et ça va être important à signaler, parce que ça prouve bien qu'on n'a pas réussi à résoudre ce cas de façon aussi rapide. Évidemment, le moment clé, c'est la signature lors du 14 juillet 2015 à Genève du traité sur le nucléaire iranien, dont les Américains faisaient partie à l'époque. Mais en réalité, on pourrait même souligner que la question avait été soulevée bien avant, car lors de différentes séances, on avait évoqué un ouvrage de David Sanger, Obama, guerre secrète. Et en fait, on se rend bien compte que dans toute la période de son mandat, on voit bien d'ailleurs dans cet ouvrage, dans son deuxième chapitre, dans sa deuxième partie, qui est consacrée à l'Iran, on voit bien qu'il y a des attaques cybernétiques qui sont lancées par les États-Unis pour essayer de retarder le programme iranien et notamment d'attaquer les centrifugeuses. Donc avant même ce traité-là, de toute façon, on était sur ces logiques d'inquiétude, à tort ou à raison, de la montée en puissance de l'Iran sur un problème nucléaire. Depuis, on n'a pas beaucoup progressé. Donc on se retrouve dans ce contexte avec un État
même si pour l'instant il le nie, mais qui serait en capacité de rejoindre les pays qui sont possesseurs de l'arme nucléaire. Et on voit bien que dans une telle logique, on a du mal à imaginer que d'autres pays, notamment de la région, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui a commencé à une époque à faire des recherches, la Turquie, et pas seulement dans la région d'ailleurs, Olivier. On voit bien que, on l'avait évoqué aussi, la Corée du Sud, dans le contexte global d'une montée de tensions géopolitiques en Asie du Sud-Est, et on va dire avec en plus l'attitude de la Corée du Nord, est aussi intéressée, on l'avait souligné dans les rendez-vous de la géopolitique qui étaient consacrés sur la mer de Chine méridionale et sur Taïwan, serait intéressée par exemple à des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc on voit bien que là, en plus, il y a une difficulté à laquelle on va être confronté, c'est la question de la prolifération et de comment gérer l'ensemble des conséquences que ça va poser. Oui, justement, revenons-en, Fabrice, peut-être aux logiques géopolitiques qui sont derrière et l'usage des armes nucléaires. Et là, il y a peut-être deux temps historiques à distinguer. Un premier temps qui va de 1945 à 1991, c'est le temps de la guerre froide. C'est aussi le temps hanté par le drame de Nagasaki et de Hiroshima, qui fait qu'on a cette arme de destruction massive, dont on ne peut pas faire un usage anodin, banal, et donc qui nous permet de penser les rapports de force géopolitiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer la prospective, il va falloir effectivement revenir là un peu en arrière pour voir comment est-ce qu'on a jugulé le risque tel que vous avez raison de le mettre en avant. Parce que là, par définition, on n'a pas pris le temps de s'apesantir pour essayer de rester dans un temps maîtrisé sur l'ensemble du développement de la puissance. Mais en plus, on a des armes qui sont beaucoup plus puissantes que celles d'Hiroshima et Nagasaki. Donc là, on n'a vraiment pas affaire à des armes. Vous avez raison, le terme banal est un terme dans lequel on souscrit tous les deux. Donc comment a-t-on pu juguler ça pendant la guerre froide, malgré le fait qu'on soit dans une grande période de tension ou d'affrontement, de surcroît idéologique? Mais ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, pour énoncer clairement le sujet, la théorie de stratégique ou militaire, Olivier, des armes nucléaires, c'est l'équilibre par la terreur. Voilà. Alors déjà, le terme n'est pas très sympathique, mais la dissuasion, c'est l'équilibre par la terreur. C'est très clair. Ça veut dire qu'en fait, tout possesseur d'armes nucléaires dit à un agresseur potentiel, c'est inutile même que d'essayer de m'envisager à m'agresser, parce que l'amplitude des destructions que je peux t'infliger est telle que l'idée même d'une victoire à mon dépens n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, c'est exactement la ligne directrice de la doctrine française, en particulier dans les années 80, qu'on appelait la doctrine de la réponse du faible au fort, parce que là, il y avait des effectifs de l'armée conventionnelle russe soviétique qui étaient considérables. La phrase de De Gaulle, l'armée russe n'est qu'à 2 étapes du Tour de France des frontières françaises. Oui, mais enfin, de toute façon, quand bien même l'Union soviétique a envahi la France, il y a des armes de destruction qui sont telles qu'à la limite, l'agresseur est ce qu'on appelle dans le jargon vitrifié, c'est-à-dire il est détruit. Donc là, on se rend bien compte, alors c'est un paradoxe qui est absolument incroyable, qu'on a la paix par l'arme nucléaire. C'est ça, en fait, l'idée. Le problème, c'est que quand vous parlez de conditions, faut quand même pas oublier que d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu comme condition pour que cette stratégie fonctionne? D'abord, il a fallu du temps pour qu'on comprenne ce que j'appelle les nouvelles règles du jeu. Parce que, c'est-à-dire, en fait, là, on sent bien que les États-Unis et l'Union soviétique ont tâtonné. C'est ce qui est un jeu quand même qu'on qualifie de relativement dangereux. Et ça va nous amener sur la prospective sur la question suivante. Ils ont tâtonné parce que comme on arrive dans l'ère du nucléaire, qui n'existait pas avant évidemment les 6 et 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki, comment est-ce qu'on applique les logiques de géopolitique classique dans un monde dans lequel maintenant on a une telle capacité de destruction? Et on voit bien que jusqu'à la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, il y a des moments de tension qui sont très importants parce qu'il y a des tentations à un moment de se dire bon mais jusqu'où va-t-on résister à l'envie d'utiliser l'arme? Et la crise de Cuba est telle, puisque c'est la crise des missiles de Cuba, que là on se rend compte que effectivement les deux acteurs se rendent compte que c'est pas possible. Ça fait penser évidemment
à un livre célèbre d'André Fontaine, Un seul lit pour deux rêves, Histoire de la détente, d'ailleurs, soit 1962-1980. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que le fameux téléphone rouge, qui est en réalité un télétype de communication mis en place en 1963, la date est intéressante, c'est qu'il y a des conditions, non pas subalternes, mais complémentaires. D'abord, il faut que les acteurs comprennent la nouvelle situation dans laquelle on se trouve, mais en plus, il faut qu'ils se connaissent un minimum les uns les autres, ce qui suppose des négociations, des moyens de communication comme le télétype rouge, et une bonne compréhension des limites sur lesquelles qu'il ne faut absolument pas dépasser. Et on voit bien d'ailleurs qu'à partir de 62, les Américains ont très bien compris les zones dans lesquelles ils ne peuvent pas décider d'influencer. Ils n'agissent pas lors du soulèvement à Prague en 68, de même que les Soviétiques n'agissent pas au Chili en 73, parce qu'on a bien compris que là, il y a des choses qui sont clairement définies. C'est toute la question qui va se poser maintenant à nous, avec, on voit bien, cette dynamique de reprise en considération de l'arme nucléaire, d'émergence de nouveaux États en géopolitique et de capacité à certains d'entre eux, à travers la prolifération, à intégrer en plus ces acteurs. Donc là, ça va nous amener sur une question, sur une préoccupation centrale. C'est très intéressant parce qu'on voit un renouveau des incertitudes, donc avec des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu, la modernisation de l'arsenal nucléaire. Donc quelle analyse on pourrait faire aujourd'hui de la situation et pour demain aussi? Incertitude, le terme que vous utilisez, c'est exactement ça. Le problème majeur, ça va être l'inconnu. L'arme nucléaire ne supporte pas l'inconnu. Et donc pour reprendre d'ailleurs des textes qui sont fondateurs en géopolitique, qui sont plus anciens, on pensera au concept de fortuna, au sens où la chance ou le hasard, tel que Machiavel le développe dans Le Prince, ou le brouillard de guerre, de Clausewitz dans De la guerre. Et cette référence me paraît particulièrement importante, parce qu'on dit souvent l'atome a détruit, la phrase célèbre de Clausewitz, la guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens. Mais pour être sûr que cette phrase soit juste, encore faut-il absolument éviter qu'il y ait un brouillard de guerre ou des inconnus, parce que les inconnus, si on comprend bien, à contrario, les logiques de la guerre froide ou de la dissuasion, les inconnus ne sont pas possibles. Et là, on est sur un certain nombre d'inconnus. Il y a des puissances qui s'affirment davantage. Pour l'instant, on n'a pas l'équivalent des moyens technologiques, de la confiance ou de l'historique des relations qu'on avait entre soviétiques et américains, entre chinois et américains, par exemple. On l'a pas, ça. On n'a pas connaissance des nouveaux pays qui peuvent intégrer. La guerre froide, c'était entre 2. Là, c'est au minimum entre 9. Et ça risque d'être plus que ça. Donc, ça fait une deuxième incertitude. Puis, il y a une troisième incertitude. C'est qu'il faut qu'il y ait des doctrines qui soient très claires. Ça me paraît vraiment fondamental. Il faut qu'il y ait des doctrines qui soient très claires, c'est-à-dire qu'il faut que chaque pays possesseur de l'arme nucléaire dise, bon, voilà, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas négociables. Nous, en France, on sait bien, si les intérêts vitaux, comme on dit, sont menacés, vous pouvez être certain que nous allons utiliser l'arme nucléaire. Et on voit bien que si on lève cette incertitude ou cette hypothèque, alors par définition, là, l'arme nucléaire reste dans son rôle de dissuasion, car j'imagine que nos auditeurs n'auront pas manqué de remarquer que le paradoxe ultime de l'arme nucléaire, c'est qu'elle fonctionne quand on ne l'utilise pas. Et donc, en fait, ça, c'est capital. Et je me souviens des mémoires de Valéry Giscard d'Estaing, Le pouvoir et la vie, dans lequel, dans un des tomes, il avouait qu'il avait assisté à un exercice avec l'armée française, donc c'était un exercice de projection dans lequel on envisageait une agression, enfin, etc., etc. Mais il disait, in fine, je me serais toujours refusé d'utiliser l'arme nucléaire. Ah oui, mais alors là, on rentre dans des incertitudes qu'il faut surtout pas avoir dans un tel contexte. Et évidemment, malgré le fait que de telles hypothèses soient levées, il n'en reste pas moins vrai qu'il reste 2 risques. Le premier risque, c'est qu'il faut qu'on soit uniquement contre acteurs rationnels. Et donc là, qu'on parfaitement intégré qu'il y a un moment les règles du jeu. Et puis le deuxième risque, qui peut paraître paradoxal, évidemment, et donc là ça va demander une articulation, c'est que si ces doctrines sont bien mises en place, et si on est parfaitement rationnel, alors on mesure parfaitement ce qui est acceptable ou pas tolérable, et donc paradoxalement, ça risque de réouvrir
le champ potentiel des guerres classiques ou conventionnelles, parce comme on aura délimité ce qui est inacceptable, on se dira, bah tiens, il y a d'autres secteurs dans lesquels c'est acceptable. Donc paradoxalement, ça risque de réintroduire la guerre conventionnelle. On voit bien que là, on est sur une question majeure en géopolitique, et donc qui est apportée par le retour des armes nucléaires sous l'ensemble des aspects qu'on a évoqués, et qu'en réalité, il va falloir déjà s'efforcer de limiter la prolifération, parce que je ne vois pas comment on pourrait totalement l'empêcher avec la diffusion normale des technologies telles qu'elles existent au sens large. Qu'ensuite, il va falloir faire en sorte que les stratégies qui soient décidées soient véritablement effectives et permettent à ce que l'arme nucléaire reste une arme de dissuasion et ne devienne pas une arme qui s'imprime dans la réalité. Et enfin, il y a une troisième logique. Il faudrait que de telles doctrines n'entraînent pas le potentiel que de déclencher paradoxalement des guerres conventionnelles. Il faut s'inspirer du titre du premier chapitre d'un ouvrage très très célèbre, Le Grand Schisme, d'un auteur non moins célèbre en géopolitique, Raymond Aron. Si la paix est impossible, il faut au moins s'efforcer de faire en sorte que la guerre soit improbable. Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette citation de Raymond Aron. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.